Bon, le concept de cette vidéo, il est super simple. 10 classiques ultimes du tennis, des matchs qui m'ont retourné, des matchs qui m'ont transporté, qui m'ont fait un peu pleurer d'ailleurs certains dans la liste, on va en parler d'ici quelques instants. C'est difficile évidemment d'établir une liste comme ça parce que il y a une grande part de subjectivité, il faut l'embrasser, il faut l'épouser, se dire aussi que bah voilà, moi ces 10 matchs clairement, c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe, ils ont bâti ma passion du tennis, et je voulais la confronter avec vous, je voulais pouvoir comparer peut-être dans les commentaires, c'est quoi parmi vous, voilà les matchs qui vous ont vraiment marqué, 5, 6, 7 matchs, peut-être un top 10 même carrément, essayez d'en faire un de votre côté, j'ai envie qu'on échange par rapport à ça. Un petit mot du sponsor et on attaque juste après. Mon très cher Goat, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais alors, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel super utile qui te promet une navigation blindée sur internet. En gros, CyberGhost VPN te protège du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en ligne en cryptant efficacement tes données. En plus de ça, grâce à CyberGhost VPN, tu peux accéder à du contenu géobloqué, c'est-à-dire que tu peux regarder Wimbledon sur la BBC gratuitement depuis la France sur un serveur anglais. Je te dis ça, petit tuyau, garde-le pour toi. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Tu peux aussi t'offrir par exemple YouTube Premium pour 1,50 € par mois en te connectant à une IP argentine, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique très stricte, pas de collecte ni de partage de tes données. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour que tu puisses faire croquer ta famille, tes amis et ton voisin. CyberGhost VPN est disponible sur Android, sur iOS, sur Windows, sur toutes les plateformes que tu veux. Il est utilisé par 38 millions de personnes. Il a 5 étoiles également sur Trustpilot, c'est donc l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est la régalade. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te propose leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. Alors n'hésite pas mon très cher Goat, et fais-toi plaisir. Nadal versus Medvedev, US Open 2019. Pour resituer en fait, Medvedev avant l'été 2019, bon c'est un joueur, j'avais noté, il est 16e au début de la saison 2019, donc il est déjà présent parmi les meilleurs joueurs du monde, mais c'est pas un joueur où tu te dis forcément c'est un futur vainqueur de Grand Chelem, c'est un gars qui va être numéro 1 mondial, et il va passer un cap inattendu sur cet été 2019, alors il va gagner le titre à Cincinnati, il fait une finale à Washington, finale énorme contre Nick Kyrgios, finale également à Montréal où il se fait découper en dos les patatos par Rafael Nadal, 6-3, 6-0, et justement, il va retrouver Nadal en finale de l'US Open 2019, un tournoi qui est lunaire de la part de Daniil. Le match contre Dellien au deuxième tour, c'est n'importe quoi. Le match contre Feli Lopez au troisième tour, où il se prend la tête avec le public, et avec cette fameuse interview à la fin du match où il dit « Oui, c'est vous m'avez donné cette énergie ». Incroyable utilisation du public, incroyable révélation d'un caractère, d'une personnalité. Je trouve que ce tournoi, il est iconique de la part de Daniil, et je pense que pas mal d'entre vous, sur cet été 2019, se sont dit « Bon, ça va être clairement l'un de mes joueurs préférés, parce qu'il est, il est génial à regarder, quoi. Tempérament, un jeu un peu étrange, une espèce de fille spirituelle de Gilles Simon, de Marat Safin pour le caractère, et de Novak Djokovic. Surtout que la finale, à la base, le scénario, on part sur un match à sens unique. Il y a 2 sets, 1 break, donc là on se dit « Bon, bah ça va être plié en 3 sets, et puis bah bien joué, quoi. La nouvelle génération... face à Rafa, qui est un monstre, une légende du jeu, c'est normal. Eh bien non, 2 sets, 1 break, il va débreaker, il va revenir, il va prendre le 3e set, il va prendre le 4e set, on se retrouve dans la 5e manche, la 5e manche elle est exceptionnelle, un combat extraordinaire je trouve, il y a 140 montées au total de la part des 2 hommes sur cette partie, donc ils sont allés vers l'avant, et Daniil a essayé de forcer sa nature aussi sur cette opposition, c'est un mano à mano d'anthologie, Nadal qui va devoir repousser les limites de son corps, de son esprit. Je me souviens d'un point à la fin du 5e, là où il est carrément à genoux pendant plusieurs secondes, il est prostré, il se dit mais c'est quoi ce Daniil là? Donc je trouve que c'est un match qui est immense, une cérémonie très touchante aussi avec un Rafa en larmes, Daniil qui se réconcilie avec le public, et on se rend compte que c'est une personnalité très complexe, très attachante, très touchante. Donc le meilleur match de la saison 2019 et un match qui m'a, vous l'avez bien compris, totalement retourné. Djokovic versus Wawrinka, Open d'Australie 2013. On a parlé d'une naissance au plus haut niveau avec Daniil Medvedev sur le premier match,
Et là, on va assister à une autre naissance, celle de Stanimal. On a déjà fait un de ces matchs qui m'ont marqué sur Roland Garros 2015, qui est peut-être le pic de Stanimal. Mais revenons aux origines de Wawrinka, et ça commence sur ce match. C'est une épiphanie, clairement, pour Stan. Et c'est toujours magnifique, c'est toujours poignant de voir un gars qui, avant ça, mentalement, il est un peu friable, il est légèrement dans l'ombre de Roger Federer depuis le début de sa carrière, et puis là, d'un coup, clac, il se passe quelque chose, il se révèle sur une grande scène, face à un immense joueur, et quand on voit ça, on est absorbé. On est vraiment absorbé par cette opposition. Il y a un triptyque à l'Open d'Australie, donc ils vont se jouer 3 années consécutives, Novak et Stan, 2013, 2014, 2015. 2-1 pour Novak sur cette opposition, mais au total, il n'y a pas match, hein. Quand on regarde le head-to-head, il y a 21-6 pour Djokovic. C'est un super match-up, c'est un match-up qui a illuminé, voilà, ces années-là, les années 2013, 2014, 2015, et je sais que les fans de Novak redoutaient Stan, parce que le match-up il est particulier, parce que Stan il avait cette capacité à engager le combat physique avec Novak, qui était à l'époque relativement frêle. Djokovic de son côté, il entame la saison 2013 en ayant déjà gagné 5 grands chelems, il a 25 ans bien tassés, et puis il a pris le pouvoir sur le circuit depuis 2011. C'est ça qui est important aussi à noter, c'est que depuis la saison 2011, il y a une transformation physique, une métamorphose. Il va être capable au niveau de l'endurance de ne jamais céder. Il l'avait prouvé quelques mois plus tôt à l'Open d'Australie 2012. On va peut-être en reparler dans cette vidéo. Donc clairement, c'est l'homme à battre. On revoit le début de la partie et on se dit, mais Stan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es un assassin, Stan. Pourquoi tu martyrises la balle comme ça? C'est pas possible. Il y a 6-1, 5-3. Il écrabouille la balle. Il envoie des marmites, des pastèques dans tous les sens. C'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe. Les revers de Stan, les appuis de Stan, les jambes de Stan, le fiac de Stan. Ça n'a aucun sens. C'est délirant, vraiment. On a une sensation qui est hallucinante devant cette partie. C'est que Novak, il est saoulé de coups, quoi. Sur le début de la rencontre, il peut rien faire quasiment. C'est un peu le match des occasions manquées pour Wawrinka. Il a le break au tout début, dans le premier jeu du 5e, il va se faire débreaker immédiatement. Il y a ce jeu à 4 partout où il a 4 balles de break sur le service justement de Novak. Novak qui sert 3 deuxièmes balles, et puis Stan qui fait juste des toutes petites remises comme ça, bloquées en slice de revers, qui manque un peu d'entreprise, je trouve, sur ces points très importants. Donc c'est une victoire mentale de Novak, un peu voilà, classique pour lui, c'est un style. Ça peut rappeler à certains égards ce qui s'est passé à Wimbledon 2019, mais pas que. Je pense que c'est le grand talent des tout meilleurs joueurs du monde. C'est le gars en face joue mieux que moi, mais j'arrive quand même à trouver les ressources pour le battre. Novak qui va logiquement filer vers le titre. Ensuite, c'était son match le plus dur, ce 8e de finale. Ensuite, il va réussir à battre Berdych, Ferrer et Murray en finale. Mais une rencontre qui va agir comme un tournant pour la carrière de Stan et qui, encore aujourd'hui, est, je pense, l'un des meilleurs matchs de la décennie 2010. Connors, Kriegstein, US Open 91. Ce match, à mon avis, c'est celui qui encapsule le mieux l'esprit de l'US Open et surtout l'esprit de Flushing Meadows. Avant, on jouait à Forest Hills, qui était un club UP, un peu traditionnel, très traditionnel même, et là on va se retrouver à Flushing Meadows, qui est pas du tout la même atmosphère. C'est vraiment un site qui est conçu pour les exclandres, le spectacle à outrance, l'outrance en fait tout simplement, et Jimmy Connors il correspond à ça. Il y a vraiment un truc qui se passe sur ce run de 91. Lui dit c'est carrément mes 11 jours préférés, il va aller jusqu'en demi-finale, il va perdre sur Jim Courier. Il va dire même carrément qu'il préfère ça, ce run, à ses 5 titres. Alors qu'il est le plus grand joueur de l'histoire de l'US Open, alors que il a 5 titres dans la besace. Eh bien non. Pour lui, c'est ce run. Ce match, il est bourré d'excès et de symboles. Et c'est ça qui en fait une rencontre très particulière. D'abord, c'est le jour de ses 39 ans, c'est son anniversaire à Jimmy Connors. Il revient de nulle part, il est wildcard, il a été blessé pendant un petit moment, il a rien fait sur cette saison 1991. Personne l'attend en fait à ce niveau. Tu peux pas te dire que Connors va faire un truc sur cette US Open 91, c'est impossible. Et puis, quand on revoit ce match, on se rend compte d'un jeu très atypique, de gaucher, très à plat, et quel relanceur, quoi. Quel relanceur phénoménal. Je pense que c'est la Sainte Trinité, hein. C'est lui, c'est Agassi et c'est Novak Djokovic. Mais il y a aussi un truc avec lui, et on le voit vraiment dans cette rencontre, c'est un immense manipulateur. Alors le match en tant que tel, c'est pas un grand match du début à la fin, il y a pas mal de hauts et de bas dans cette partie. Si on arrive à la fin, on arrive dans le 5e set, Kriegstein qui a le break, qui sert à 5-3 pour se qualifier en quart de finale, et là on tombe sur un Connors qui se jette, qui jette ses dernières forces dans la bataille, qui va au filet. On le voit, hein, une férocité, une énergie qui est incroyable. C'est un joueur, je pense, peut-être un peu méconnu ici en France, mais vraiment je vous invite à revoir ce match parce que c'est Jimmy Connors synthétisé. Federer-Safin, Open d'Australie 2005. Je vous en avais parlé dans cette vidéo de mes 10 joueurs préférés. J'adore Marat Safin. J'ai eu une relation particulière avec lui. Au début, j'aimais pas trop et ensuite, je suis devenu complètement fan.
parce que il y avait cette fragilité, parce qu'il y avait ce charisme aussi qui me parlait beaucoup à l'époque. Safin, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il écrase Sampras à l'US Open 2000 en finale, et il renoue un peu avec le power tennis de d'Ivan Lendl, très puissant, gros service, revers majestueux. Et si vous relisez la presse à cette époque, en septembre 2000, bah, tout le monde dit Safin va dominer les prochaines années, Safin ça va être le futur numéro 1 mondial, c'est le nouveau tennis des années 2000, etc. On va devoir attendre 5 ans avant qu'il remporte un grand chelem. C'est une durée qui est extrêmement longue entre un premier et un deuxième grand chelem. Il me semble d'ailleurs que c'était le record à l'époque. Très inconstant comme joueur, un caractère volcanique, une hygiène de vie pas du tout adaptée, et il y a une finale à l'Open d'Australie, j'en parle régulièrement sur la chaîne, c'est contre Johansson je crois, c'est en 2002, où en fait clairement, il y a 3 jeunes demoiselles dans son clan, alors lui il dit que c'est ses sœurs, à aucun moment c'est ses sœurs. Ça c'est important de le préciser. En face, c'est Pique Federer. Petit chelem en 2004, il est à 84 victoires, 4 défaites simplement en 2005. C'est lunaire, il perd sur Nadal à Roland Garros, il perd sur Nalbandian au Masters, il perd sur Richard Gasquet, évidemment. Et sur Marat Safin, un mastodonte offensif ahurissant Roger à cette époque. Le coup droit, c'est un coup droit qui est all-time, c'est peut-être le meilleur coup droit de l'histoire à ce moment-là. Il va le moduler un petit peu après, en 2008-2009. Le match en tant que tel, c'est une folie. C'est un match que j'ai vu en direct à l'époque. J'étais complètement en transe vraiment devant cette partie. Je me disais, mais c'est pas possible, il va pas y arriver, Safin. Alors, on se rend compte que c'est un Safin qui est ultra concentré, qui est habité, qui est vraiment dans son match, dans son sujet. On l'a très rarement vu comme ça avant et après. Disons-le clairement. Il va prendre aussi Lundgren dans son box, c'est l'ancien coach de Roger Federer, donc il est vraiment préparé pour ça, pour ce combat face à Roger. Il veut son deuxième grand chelem. Dans l'ensemble, une qualité de tennis grandiose sur cette demi-finale. Le moment marquant, c'est le tie-break du 4e, avec le lob un peu désespéré de la part de Safin sur une balle de match pour Roger. Dans le 5e, Roger, il a un peu diminué, on sent, et c'est pas le Roger flamboyant d'avant et même de toute la saison 2005, un petit problème au dos manifestement, et on se dit mais il va pas réussir à mettre le dernier coup de rein, la Marat, c'est pas possible. Finalement il arrive à le faire, et c'est une des plus grandes tensions que j'ai vécues devant un match, et c'est peut-être d'ailleurs un des derniers matchs que j'ai vu avec un côté partisan, où j'étais vraiment pour l'un des deux joueurs, et surtout que Marat, avec sa fragilité, avec son côté un peu écorché vif, il y avait quelque chose de magnifique à le voir remporter cette demi-finale. Il va réussir à conclure ce run en finale face à Lleyton Hewitt. Il prend un 6-1 au premier set de mémoire et il va remporter son deuxième majeur. McEnroe Lendl, Roland Garros 84. On est bientôt à mi-parcours, on parle, on se régale d'ailleurs dans cette vidéo, mais si tu n'es pas encore abonné à Service Volé, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton, parce qu'en 2024, qu'est-ce qui va se passer? D'énormes vidéos, des digests sur tous les grands chelems, sur tous les Masters 1000, l'Open d'Australie qui arrive d'ici quelques semaines, donc tu veux pas rater ça et tu veux impérativement t'abonner. On enchaîne donc le 5e match, McEnroe versus Lendl, vous l'avez vu, une tragédie, autant qu'une épiphanie. Et cette double lecture de cette rencontre, elle est fabuleuse. On a fait un ces matchs qui m'ont marqué, donc je ne veux pas être trop long non plus. Mais on a tout dans cette opposition. On a une rivalité et même une détestation entre les deux joueurs. McEnroe, il peut pas saquer Lendl. Lendl, faut se dire aussi que c'est un mec un petit peu spécial dans son genre. Son attitude avec les autres joueurs, dans le vestiaire, il fait des blagues que les autres ne comprennent pas en fait. Il a un humour au 18e degré et les gens ils sont là. Les joueurs ils sont... Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit des trucs pareils? Pourquoi il m'assassine là comme ça? En fait, il a un humour tellement... poil à gratter mais en même temps direct, que globalement pas grand monde pouvait le saquer dans le circuit quoi. C'était un joueur très particulier, donc McEnroe clairement il pouvait pas le voir. On a deux styles ultra opposés, avec des caractères très divergents. Lendl c'est un peu entre guillemets la machine sur le court de tennis, McEnroe c'est un poète, c'est un artiste, donc on a vraiment ça, on a un antagonisme qui est très fort. McEnroe de son côté, il réalise une saison 84 qui est all-time, et Lendl, il sort de 4 finales perdues en Grand Chelem. Connors qui dit oui, t'es une poule mouillée, tu vas jamais y arriver, donc il y a un petit blocage au niveau mental, un gros blocage d'ailleurs, et il est mené 2-7-0 dans cette finale. Le scénario il est rocambolesque, vraiment. McEnroe qui va plier surtout physiquement dans la 5e manche, on sent que c'est plus difficile, les premières balles qui passent pas, alors qu'avant ça, surtout dans les 2 premières manches, il est aérien, il est génial, il réussit des trucs qui sont... hallucinant sur de la terre battue. En plus il arrive à appliquer son tennis offensif sur cette surface. On a un soleil de plomb, c'est des conditions qui sont très particulières, vraiment ce match au niveau visuel, au niveau atmosphérique, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement fou. Je pense vraiment que c'est l'un des plus grands matchs de tous les temps, vraiment au niveau objectif. Là je vous donne pas mon ressenti, c'est un match qu'il faut impérativement avoir vu du début à la fin pour se considérer fan de tennis, à mon avis, vraiment, match pivot et essentiel, et surtout qui va symboliser une transition quasiment définitive entre le tennis
entre guillemets d'artiste à la main et le tennis ultra physique incarné par Lendl au milieu des années 80. Federer-Nadal, Wimbledon 2008. Ok. Ce match, c'est le match du siècle. J'ai fait un de ces matchs qui m'ont marqué dessus. Aussi, si vous voulez, je vous ai mis la playlist de toute façon et vous la retrouvez ici ou là. Nadal, sur ce match, il va changer de dimension. On l'avait déjà vu en finale de 2007, finale de Wimbledon 2007, pardon. On sentait que c'était plus simplement qu'un terrien. Il y avait plus que ça chez Nadal. C'était un joueur qui avait quelque chose de plus. Et sur cette finale de 2008, il va devenir une légende. Un match qui a tout connu. Les interruptions de pluie. Le tie-break du 4e set. Mythique. Une fin de match à la bougie. Le premier service volé de Rafa sur le dernier jeu du match. N'importe quoi. Des points de mutant dans tous les sens. C'est le cocktail parfait, cette rencontre. Un duel de style iconique. Style classique pour Roger. Beaucoup de puissance, de brutalité, de physicalité pour Rafa qui va complexifier son jeu au fil des années. Un respect profond aussi entre les deux joueurs. C'est pas toujours le cas entre deux grands champions. C'est deux hommes qui se sont tout de suite appréciés. Ça, on le sait désormais, c'est bien documenté. C'est la 3e année consécutive que Rafa et Roger s'affrontent sur le doublé Roland-Garros-Wimbledon, donc il y a une récurrence dans les matchs. Il y a vraiment cette rivalité fédale au mi-temps des années 2000 qui captive le monde du tennis, on est à fond dedans. Et Federer, face à Rafa, il est encore plus obligé de surjouer, de forcer son jeu, de prendre son destin entre ses mains, d'être suroffensif, parce qu'il sait que si les échanges s'allongent, il va se faire fixer sur son revers. Et c'est ce qui se passe en permanence sur terre battue. Désolé pour l'autofocus un peu capricieux, donc Nadal c'est l'anti-Federer par excellence, gaucher, puissant, se déplace hyper bien, et quand on observe cette finale, on se rend compte que Federer il la perd en réalité en grande partie sur son début de match qui est trop timoré. Il est certainement encore la tête sur la finale de Roland-Garros 2008 où il se fait exploser en deux. Il y a la mononucléose aussi début 2008, il perd en demi-finale contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Et surtout, on a Djokovic et Murray, justement, qui sont en train de pointer le bout de leur nez, qui sont en train de devenir de futurs grands joueurs, très très grands joueurs même. Et c'est le vrai grand fédal de la première époque. On va les retrouver d'ici quelques instants. Et Nadal de son côté, voilà, qui accomplit son rêve d'enfance, parce que c'était pas de gagner Roland-Garros 14 fois, non. C'était de gagner Wimbledon au moins une fois. Nadal-Verdasco, Open d'Australie 2000. Bon là je me mets à l'aise, ok, vous permettez, je me détends, je me repousse un peu sur l'arrière, parce que là on va basculer dans le paranormal. Verdasco en mode Sangoku en train de balancer des boules de feu vers son clan. Non mais littéralement quoi, littéralement il lance des boules de feu. Il met des winners dans tous les sens, et il met 95 winners. Rafa Nadal. Sur l'ensemble du match, ce match c'est n'importe quoi. Il hurle. Verdasco, je sais pas ce qu'il a pris avant la rencontre, mais c'est pas de la dinde, c'est pas du poulet. Ce match, j'ai explosé de rire devant. Je me souviens de l'avoir regardé en direct et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce Verdasco de zinzin qu'on est en train de se taper? Il fait n'importe quoi. C'est un combat typiquement DBZ. On est ces Sangoku Vegeta. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est un classique bestial du tennis, et peut-être d'ailleurs un petit peu méconnu, je trouve, parce que si vous connaissez, si vous suivez le tennis depuis 10 ans, je pense pas que vous connaissiez forcément cette rencontre, qui fait penser à certains égards à la demi-finale de 2017 entre Rafa et Dimitrov. Verdasco qui sort le match de sa vie, Dimitrov aussi qui sort le match de sa vie face à Rafa, et Rafa qui t'éteint, tout simplement. C'est un incontournable de cette époque. Alors, le match en tant que tel, des coups droits de l'espace, dans tous les sens, 5h14 de bataille, pourquoi pas 18h aussi tant qu'on y est. Et c'est un match, je trouve, qui résume à merveille cette ère 2008-2015, où le tennis vraiment va basculer dans la physicalité absolue, terrifiante. Nadal qui va être en pure résistance pendant une bonne partie de la rencontre, alors que bon, Nadal, je crois qu'il a une puissance de frappe qui est quand même correcte à la base, et là il va se faire démonter. Alors pas tout le match, mais sur certains coups, Verdasco, t'es là, bon, il te met à 18 mètres de la balle, qu'est-ce qui se passe? Mais Rafa, voilà, qui est en difficulté à la fin du 5e, mais qui va cueillir Verdasco au mental, qui termine sur une double faute, si je me souviens bien. Donc un match de fou, un match complètement ahurissant, que vous pouvez retrouver en version intégrale dans la description. Djokovic-Nadal, Open d'Australie 2012. Alors ok, c'est sympa, Verdasco-Nadal, très bien. Mais ce match,
Djokovic-Nadal Open Australie 2012, 5h53 de combat et la culmination du tennis physique, vraiment le match le plus physique que j'ai pu voir, jusqu'à la caricature presque en fait, on peut le dire. C'est la continuité de ce qui s'est passé à l'US Open en 2011, super finale aussi, physique bestiale, ahurissante d'intensité. On a revu la partie ensemble sur Twitch il y a 2 ans. Il y a, allez, soyons sérieux, il y a 4-5 échanges qui sont un peu moyens. Tous les autres points sont des highlights. Ce match, c'est un highlight géant. En gros, c'est 5h49 de highlights. Voilà, il faut le dire. Et ce match, c'est... Ok, le tennis, c'est un sport avec une raquette, chacun, et puis on est séparés et tout, il y a un filet. Non, c'est un combat de boxe. Le tennis est en train de devenir un sport physique, violent, et c'est vraiment un match qui est turbo-violent. En niveau pur, certainement le meilleur match de l'histoire, en tout cas dans la conversation. Le niveau, je vous l'ai dit, le niveau de jeu, il est terrifiant, vraiment, faut s'accrocher. Et quand on regarde ce match, on a un double sentiment. On a un peu l'impression de voir le Tour de France 2003, entre Armstrong et Ulrich. Il y a un petit côté malaisant, on peut pas s'empêcher de se demander, mais est-ce que c'est bien réel en fait tout ça? Est-ce qu'on n'est pas devant des super-héros qui nous produisent un truc qui ne peut pas humainement exister en fait? Donc il y a une admiration qui est énorme, qui est majuscule, le match il est d'anthologie, mais on a ce petit questionnement, on peut pas s'empêcher de l'avoir, et vraiment sur ce match en particulier, j'insiste, surtout avec la fin, la cérémonie qui est complètement lunaire, que vous connaissez toutes et toutes. Nadal qui est au bord du précipice dans le 4ème, qui revient, qui a le break d'avance dans le 5ème, et qui va rater ce revers tout facile, là, vous vous souvenez, alors qu'il a le break d'avance, il va se faire débreaker, et puis le match il part dans une espèce de 18ème dimension. Les deux qui titubent, comme je vous l'ai dit, à la fin, dans une cérémonie qui résume en fait quelque part ce côté inquiétant, caricatural, ultra physique, le Jodal ultime dans tous ses excès. Borg McEnroe, Wimbledon 1980. Place au match le plus ancien de cette liste, et je n'ai pas peur de le dire, non, je n'ai pas peur de le dire. Le match le plus important de l'histoire du tennis, c'est pas une question, c'est une exclamation. On est sur le Center Court à Wimbledon, le théâtre du tennis. D'un côté, on a la glace, Björn Borg, adoré par les Anglais, son côté un peu mutique, très charismatique et qui amène un nouveau public au tennis. Et de l'autre, on a McEnroe. J'ai complètement foiré mon effet. McEnroe, qui est détesté par l'establishment, qui est apprécié par certains Anglais, hein, c'est pas non plus noir et blanc, mais il est très clivant, vraiment très très clivant, McEnroe. Et Borg, de son côté, c'est le GOAT, quoi. Il faut le dire, c'est le GOAT. C'est le greatest of all time du tennis. C'est pas... Comment il s'appelle déjà? Voilà, vous l'avez. C'est pas lui. Je suis désolé, c'est pas lui. C'est Björn Borg qui a fait passer un cap définitif au tennis, qui remporte 11 grands chelems à 25 ans. On se tient bien quand même, on s'accroche. Et 11 grands chelems à Roland-Garros et Wimbledon, les deux plus grands majeurs. L'Open d'Australie, ça n'existe pas à l'époque. Mais un peu comme une rockstar, un peu comme Kurt Cobain, un peu comme Len Staley, il va se consumer, il va s'auto-détruire un peu dans sa manière, je pense, d'appréhender ce sport et dans son extrême solitude. On n'est pas dans un monde ultra connecté maintenant de 2023-2024, pas du tout. On est dans une époque où Borg, il est tellement reconnu, c'est tellement en fait une rockstar, il est tellement aimé que il passe sa vie un peu retranché dans sa chambre d'hôtel, il passe d'hôtel en hôtel, il sort pas, et il fait un truc surtout sur ce match, pour parler du match en tant que tel, le 4ème set, le tie-break, qui est le plus grand tie-break de l'histoire du jeu. McEnroe qui le remporte. Et quand je revois ce match, je me demande comment c'est possible que Borg ait réussi à rebondir dans le 5ème et qu'il ait réussi à ne montrer aucune expression. Il n'y a pas d'émotion. Il perd le 4ème. Franchement, t'es dévasté. C'est pas possible de se relever de ça. Eh bien non, dans le 5ème, il va reconstruire sa victoire. Il va repartir au combat. Et c'est proprement hallucinant. Alors il y a aussi le triple doublé Roland-Garros-Wimbledon en enfilade, qui est l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis, aussi dans des conditions qui sont difficiles, qui sont particulières, qui sont différentes que celles d'aujourd'hui. On a des surfaces qui sont tellement différentes qu'il faut réinventer son jeu. Et Borg, sur terre battue, il lime, il fait du moonball, et là, à Wimbledon, il n'hésite pas à aller vers l'avant, à la volée. Ah, ça y est, attendez, j'ai retrouvé le nom du GOAT auquel vous pensiez à la base. Il est peut-être d'ailleurs dans le dernier match de cette liste, ou pas. Federer-Nadal, Open d'Australie 2010. Un regalo, ici presento. Et donc ce match, c'est un véritable cadeau tombé du ciel pour les fans de tennis. On n'en croit pas nos yeux ni nos oreilles de se dire, il y a un Fedal là, en finale, en 2017, d'un grand chelem.
comment c'est possible? Surtout que Nadal 2015-2016, ce sont 2 années qui sont catastrophiques. Il y a cette blessure au poignet. Roger, il a plus remporté de Grand Chelem depuis Wimbledon 2012, donc c'est une antiquité, Roger. Ça fait 4 ans qu'on dit à Roger, il faut arrêter là. Hop. Ça devient gênant. Fed, là, ça devient gênant, faut vraiment que tu t'arrêtes. Et il va remporter 3 majeurs à partir de 2017, donc c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, Federer, ce qu'il va réussir à faire, c'est qu'il va retourner le script établi dans cette opposition, qui est que Nadal va pilonner à chaque fois Federer sur son revers, en attendant soit la faute, soit une balle un peu plus courte. Et bien là, non. Roger, il est collé à sa baseline et il va se jeter dans ses revers. Et pas simplement des revers longs de ligne à la Dominic Thiem ou à la Stan Wawrinka, non. Des revers frappés plein fer dans la diagonale, sur le coup droit de Nadal. Et ça va complètement inverser la dynamique entre les deux hommes. Et Federer, à partir de 2017 jusqu'à la fin, il va réussir à trouver ça au niveau tactique, au niveau stratégique. Et ça va être aussi en grande partie grâce au fait qu'il ait réussi à enfin apprivoiser sa raquette. Depuis 2013-2014, il est en train d'expérimenter pour élargir son tamis, parce que son tamis, il est vintage, hein, c'est un tamis de la fin des années 90, début des années 2000. Faut se mettre à la page. Il va réussir à le faire, et c'est certainement le bénéfice de sa blessure, des 6 mois qu'il va passer loin du circuit à partir de Wimbledon 2016. Donc c'est une renaissance qui est flamboyante de la part de Roger. Le match, il dure 5-7, mais en vérité, il n'est pas très loin. Il dure 3h37, c'est quand même assez compact pour un match en 5 manches. On se retrouve dans le 5e set, c'est Nadal qui a le break, Federer il semble un peu diminuer et on se dit bon bah voilà, Nadal il va remporter le match en 5 manches, toujours un peu pareil de toute façon dans cette opposition. Eh bien non, un des breaks et Roger qui va remporter ce point de mutant, c'est quoi, c'est 23-26 échanges avec le coup droit un peu en bout de piste, long de ligne, et cette manière de finir aussi un peu brinque-ballante, donc toujours ce côté un peu fragile chez Roger, c'est bizarre de le dire hein, pour un mec qui a 20 grands chelems. Mais certainement l'une de ses plus grandes victoires et une renaissance qui était totalement inattendue et qui, je pense, est l'un des matchs préférés des fans de Roger. La suite maintenant, elle se passe dans les commentaires. J'ai envie de vous lire. Racontez-moi votre match préféré ou vos matchs préférés. Rentrez vraiment dans les détails. Hein. Donnez-moi le moment où vous avez regardé le match, vos émotions, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez peut-être vécu un changement dans votre appréciation du joueur à ce moment-là? J'ai vraiment envie d'échanger et c'est aussi une manière d'apprendre à vous connaître quand on parle de son match qui nous a le plus impacté. Donc voilà, j'espère que cette liste vous a plu. On se retrouve d'ici quelques jours pour la reprise déjà. Et oui, saison 2024. Je vous laisse avec un dernier mot de mon partenaire et je vous souhaite de très joyeuses fêtes, mes très chers côtes. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre GOTesque de CyberGhost VPN, exclusivement réservée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera tes données et te donnera un accès illimité à tout le contenu géobloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. Simple à utiliser et ultra sécurisé. Tu peux aller tout de suite vérifier par toi-même.